start-up en RDC, c'est bien, mais la sécuriser juridiquement, c'est encore mieux. Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actu Business qui tournera autour de droits liés aux startups ici en République démocratique du Congo. Face en tout cas à tout ce qui est spécificité juridique, face aux opportunités légales et même face aux horreurs à éviter. Dans ce nouveau numéro, je reçois pour vous l'auteur du livre intitulé ABC du droit des startups, ABC du droit congolais des startups. Madame, Messieurs, il s'agit bien de Lionel Kabeya Kashinga avec qui nous allons échanger autour de la question. Monsieur Lionel, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour votre invitation. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Alors, je vous reçois comme étant juriste d'affaires. Vous êtes également consultant en développement du secteur privé, mais aussi il faut signaler aux téléspectateurs que vous êtes responsable de la communication à la Fédération des entreprises du Congo. Tout à fait. Alors, déjà, puisque nous parlons entrepreneuriat et plus particulièrement des startups ici en RDC, sous quel œil vous jugez l'essor entrepreneurial de notre pays? Alors, sous quel œil je juge l'essor entrepreneurial en RDC? Oui. Il faut dire que ces 10 dernières années, voire ces 20 dernières années, il y a effectivement un boom, si je peux l'appeler comme ça, vers le secteur de l'entrepreneuriat. Non pas qu'avant on n'entreprenait pas, mais de plus en plus ces 10 dernières années ou ces 20 dernières années, on entreprend de plus en plus avec méthodes. On passe de l'entrepreneuriat de subsistance vers un entrepreneuriat d'opportunité. Donc, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui s'élancent dans divers secteurs. Un engouement qui est vraiment visible. Exactement, un engouement visible. Et je pense que pour une fois, on arrive à avoir des chiffres de cet entrepreneuriat que nous faisons en RDC pour voir comment ça croît et on sait évaluer ce que ça représente réellement par rapport à notre écosystème. Avoir en tout cas à constater cet engouement-là, est-ce que l'on peut juger ça d'une précipitation ou on peut dire carrément que la RDC a compris qu'un pays ne peut que se développer par l'économie? Alors, je pense qu'effectivement, de par le contexte déjà de la RDC, les dimensions de la RDC et la croissance de la population, on se retrouve dans une situation où tant le secteur public que le secteur privé ne peut pas absorber tous les demandeurs d'emploi qui sont chaque jour mis sur le marché. Et donc, par rapport à ces constats-là, les individus eux-mêmes se sont positionnés en tant que créateurs d'emplois. Et il a fallu encadrer toutes ces masses-là. Et donc, comme je disais, ça c'est la phase d'entrepreneuriat des subsistances. Mais au fur et à mesure, on passe de l'entrepreneuriat de subsistance vers l'entrepreneuriat d'opportunité. Et les gens comprennent que dans divers secteurs, pas que les mines, mais également dans le secteur des services, il y a autant d'opportunités qu'il faut saisir. Et de plus en plus, ce n'est pas de la précipitation, mais on identifie des opportunités et on veut les saisir. Alors, nous allons en parler en long et en large au cours de cette émission. Vous êtes là et j'espère que les téléspectateurs seront renchéris puisque je signale ici que M. Lionel, ici présent, est juriste d'affaires également. Il traite plusieurs questions liées à tout ce qui est secteur privé et avec lui, nous allons décrypter l'actualité entrepreneuriale où nous allons mettre vraiment en lumière tout ce qui est droit congolais concernant les startups. D'entrée de jeu, c'est un terme qui devient de plus en plus populaire. Concrètement, c'est quoi une start-up? Très bonne question. C'est quoi une start-up? Déjà, avant de répondre à cette question, il faut faire la distinction entre le concept start-up tel qu'il existe économiquement depuis des décennies et le concept start-up tel que le droit le saisit et essaye de l'encadrer. Économiquement parlant, lorsqu'on parle des start-up, c'est une jeune pousse, le terme français qui correspond, jeune pousse, une nouvelle entreprise qu'on lance et qui a un fort potentiel de croissance et qui a un critère d'innovation. Pour faire simple, c'est ça une start-up de manière économique. Mais d'un point de vue juridique, de plus en plus, certains pays prennent des législations pour encadrer le phénomène start-up. Et
dans divers pays, il y a diverses définitions de la start-up juridiquement parlant. En RDC, c'est avec l'ordonnance loi du 8 septembre 2022 qu'on a défini c'est quoi une start-up comme étant une entreprise nouvellement créée, n'ayant pas plus de 7 ans d'existence, qui a un fort potentiel de croissance, qui a un fort besoin d'investissement et qui a une innovation soit dans son modèle d'affaires, soit dans le produit ou les services qu'il met sur le marché. Et surtout les critères les plus déterminants l'entreprise à laquelle on a attribué ces labels start-up parce qu'elle réunit toutes ces conditions que je viens d'énumérer. Alors, puisque vous avez déjà dit, avant même de mentionner les restes juridiquement parlant, oui. Plusieurs jeunes aujourd'hui mettent en avant leur start-up avec de produits innovants, avec des idées innovantes, si on peut les dire ainsi. Quelles sont les étapes concrètement liées ou même les processus recommandés pour mettre en avant une start-up? Je vais peut-être vous choquer, mais à ce jour, au regard de l'ordonnance loi de 2022, il n'existe pas des start-up en RDC, juridiquement parlant. Parce que pour qu'il existe des start-up juridiquement parlant, il faut qu'on attribue ces labels start-up que j'ai mentionnés tout à l'heure. Et donc, juridiquement parlant, actuellement, il n'y a pas de start-up. Et ce que nous avons, c'est quoi? C'est des PME, micro, petites et moyennes entreprises, mais parce que justement, en fait, avec l'ordonnance loi, pour qu'on parle des start-up, il faudrait qu'il y ait une entité, un comité national des labellisations, qui va commencer à octroyer ces labels start-up. Un peu comme lorsqu'on fait ses études, pour se déclarer diplômé d'État, il faut passer les examens et obtenir son diplôme. Avoir un agrément. Voilà, en quelque sorte, pour devenir avocat, après ses études de droit, on n'est pas automatiquement maître. Il faut passer son test au barreau pour devenir avocat. C'est un peu la même chose aussi pour les startups. On peut être une PME, une micro, petite et moyenne entreprise. On a de l'innovation, on a un fort potentiel de croissance, on a un fort besoin d'investissement. Mais tant qu'on n'aura pas ces labels start-up, on ne pourra pas être considéré comme start-up juridiquement parlant et bénéficier de tous les avantages qui vont avec. Mais pour répondre à votre question, les étapes, c'est formalisé. Parce que dans l'ordonnance loi, on donne différents critères pour pouvoir obtenir ces labels start-up. Être formalisé, ne pas avoir plus de 7 années d'existence, avoir au moins 2/3 de son capital détenu par des personnes physiques congolaises, avoir une innovation. Quand on parle d'innovation, soit dans les modèles d'affaires, soit dans la solution ou les services qu'on met sur les marchés. Et bien évidemment aussi, il y a la question du total bilan qui ne doit pas être inférieur à l'équivalent en francs congolais de 500 000 $ environ. Et donc, c'est choquant, comme vous l'avez vous-même mentionné avant même de lire. Donc, on a des startups. Qui ne sont pas startups. Mais qui ne sont pas. Est-ce qu'ils le savent d'abord? C'est ça la vraie question. Puisque aujourd'hui, des jeunes mettent en avant leurs entreprises. Ils se disent, oh, c'est bon, j'ai mon RCCM, l'identification nationale et tout ce qui va avec, mais ils ne savent pas. Comment expliquer cela? Alors, je veux dire que ce n'est pas de leur faute. Parce qu'effectivement, économiquement parlant, rappelez-vous au début de mon projet, économiquement parlant, ils peuvent se considérer comme start-up du moment où c'est une jeune entreprise, où c'est innovant. Voilà, ils peuvent dire qu'ils ont une jeune pousse, une start-up. Mais il manque des labels. Mais tant qu'ils n'ont pas les labels start-up qui sera attribué par le Comité national de labellisation start-up, cette revendication ne pourra pas porter ses effets. Parce que, peut-être on va l'aborder plus tard dans l'émission, avec les labels start-up qui sera attribué par le Comité national de labellisation, il y aura des avantages qui viendront avec, des avantages d'un point de vue administratif, des avantages d'un point de vue fiscal. Déjà, qui octroie cela? Puisque, qui est censé le faire? Est-ce que cette commission-là existe ici en RDC? Et si oui, pourquoi ces entreprises ouvertes déjà n'ont pas ces labels jusqu'à ces jours? Actuellement, le Comité national de labellisation des startups n'a pas encore été mis en place. Parce qu'il y a différentes étapes avant que ça Mais nous parlons start-up en RDC. Mais nous parlons start-up en RDC.
L'ordonnance loi a été signée le 8 septembre 2022. Okay. Et pour l'opérationnaliser, rendre concret ce qui est prévu dans la loi, il fallait des mesures d'application. C'est-à-dire soit des décrets du Premier ministre, des arrêtés des différents ministères sectoriels, choses sur lesquelles nous avons travaillé de fin 2022 jusqu'à ce jour. Et très récemment, le Conseil des ministres, quand je dis très récemment, c'est en mai 2025, le Conseil des ministres a adopté les projets de textes qui créent ce comité national de mobilisation, mais il restait encore, ou il reste encore, la signature par la première ministre. Qui n'est pas encore fait. Qui n'est pas encore fait. Et d'après les dernières informations que nous avons, il est prévu que ça soit signé avant le 30 juin 2026. Donc, je ne sais pas si, lorsque l'émission sera diffusée, peut-être ça sera déjà signé et qu'il faudra juste appliquer ce qui aura été signé. Il y a des pancartes, il y a des annonces, des publicités, comme quoi il y aura un lancement Congolais debout. Congolais debout, une opération, si on peut le dire ainsi, une organisation qui va donner un coup de pouce sur le plan entrepreneurial concernant la formalisation, la formation pour tous les jeunes entreprises. Est-ce que cette démarche-là va y inclure cette opération de labellisation ou c'est à part, en aparté? Je pense que vous faites référence au programme présidentiel. Exactement. Debout Jeunes Congolais. Debout Jeunes Congolais. Qui effectivement prend en compte ces aspects-là parce que, sauf erreur de ma part, aux dernières nouvelles, la signature ou l'annonce de la signature sera faite en marge de cette activité-là. Et donc, c'est tout un programme présidentiel, comme on le dit, où ces aspects-là de formalisation, de labellisation des startups, de facilitation d'accès au financement sera mise en œuvre pour booster l'entrepreneuriat des jeunes en RDC. D'accord, alors on espère déjà que c'est un programme présidentiel, on ne peut pas forcer la main, on attend et voir en tout cas ce qui en sortira. Alors parlons à présent de cet ouvrage, ABC du droit congolais des startups, qui je les tiens entre mes mains. Déjà, pourquoi avoir écrit cela? Si j'ai écrit ce livre, c'est parce que tout à l'heure, vous m'avez demandé est-ce que les jeunes eux-mêmes sont au courant de l'existence du label Startup. Le constat, c'est que ça va faire une dizaine d'années que j'évolue dans ce secteur de l'entrepreneuriat, de l'accompagnement des entrepreneurs. Et le constat est que il existe des textes, des lois, il existe des politiques publiques pro-entrepreneuriat, mais les destinataires eux-mêmes, qui sont les entrepreneurs, ne sont pas toujours au courant des textes qui régissent leur secteur d'activité. Et plus particulièrement, les micro et petites entreprises. Parce que les grandes entreprises, ils ont les ressources pour se payer des cabinets d'avocats, et donc ils sont un peu au courant de tout ce qui se passe. Mais les jeunes entrepreneurs ne sont pas toujours au courant. Donc, j'ai jugé utile qu'il serait bien déjà, on a parlé de ce mouvement d'entrepreneuriat, des startups qui est en vogue. C'est engouement, vraiment, qui s'est fait la création des incubateurs. Ouais. Mais très peu connaissent le cadre juridique tout autour de cet écosystème. Et donc, il était utile et pertinent pour moi de pouvoir mettre un peu les points sur les i, clarifier les concepts et commencer cette vulgarisation du droit congolais des startups. Alors, en parlant déjà des vulgarisations, je me permets de dire c'est un paradoxe parce qu'on dit tantôt, il y a quelqu'un qui a dit si tu veux cacher quelque chose à un Africain, il faudrait le mettre dans un livre. Et vous choisissez un ouvrage pour pouvoir vulgariser ce qui est précieux aux jeunes entrepreneurs. Pourquoi peut-être ne pas avoir avoir eu à faire des publicités télé, des masterclass pour les expliquer concrètement au lieu d'avoir écrit cela. Et depuis que vous avez écrit, c'est quoi l'impact? C'est quoi l'impact? L'impact, bon, avant d'arriver à c'est quoi l'impact, si on veut cacher quelque chose à un Africain, il faut le cacher dans un livre. Avant d'écrire le livre, en soi, j'ai fait, et je continue à le faire, plusieurs posts sur les réseaux sociaux sur justement la vulgarisation de ces textes, sous forme d'articles, posts, photos et tout ça. Et je l'ai fait déjà depuis 2022. Mais j'ai estimé que c'était insuffisant parce que les informations demeurent éparpillées, même si on peut tous les trouver dans la loi.
Et donc, ce livre en soi, c'est une compilation de toutes ces différentes publications, ces interventions dans des masterclass, dans des formations. Question de centraliser l'information. L'impact. Est-ce que les gens ont lu? Est-ce qu'ils n'ont pas lu? Est-ce qu'ils connaissent, l'existence? Je sais en tout cas que plusieurs personnes se sont procurées les livres. Plusieurs personnes m'ont affirmé avoir lu ou qu'ils sont en train de les lire. Et pour ce qui est de l'impact, c'est que les livres ont une double vocation. Déjà, vulgarisation vis-à-vis des entrepreneurs, mais également comme un outil de plaidoyer auprès des décideurs publics et politiques. Et sur ces points-là, je peux, sans prétention, être sûr qu'il y a quand même un certain impact parce que lorsque le livre a été publié, il a été mis à la disposition des autorités publiques, donc ceux qui décident, ceux qui prennent les lois, et ils ont apprécié et régulièrement, encore très récemment, pour une activité du ministère de l'Entrepreneuriat, le livre a été offert à différentes personnalités ou autorités qui sont censées mettre en place les politiques publiques de l'entrepreneuriat en RDC. Et donc, il y a quand même un impact parce que même ces personnes-là, ces décideurs, doivent être au courant de ce qui existe et n'est pas toujours réinventer la roue. Parce que nous sommes dans un pays où chaque fois qu'on change des personnes à certains postes, on pense qu'il n'existait pas des textes. Alors qu'il y a des textes, mais ils n'ont simplement pas été appliqués. Et donc, vis-à-vis d'eux, il y a déjà cet impact-là parce qu'ils sont au courant de ce qui est prévu et ils n'ont qu'à appliquer, voir qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour faire avancer les choses sur terrain. Intéressant. On espère en tout cas que cela portera des fruits. Alors ici, déjà les livres ont dit 45 questions et réponses pour comprendre le cadre juridique des startups en RDC. Vous avez les livres à votre côté. On va inciter un jeune à la maison. Je vous permets de prendre votre livre. On va inciter un jeune à la maison. Sortez-nous quand même une ou deux questions que les jeunes entrepreneurs ignorent aujourd'hui ou même de réponses, puisque je disais tantôt que c'est un engouement qui est remarquable concernant les secteurs entrepreneuriaux. Et donnez-nous cette envie-là de nous procurer les livres. Une question qui va donner une réponse qu'un jeune à la maison ignore, mais en entendant cela au travers de ces magazines, déjà que c'est au travers de médias Éduc TV, un média éducationnel, et cela peut servir. Pourquoi pas? Ok, alors je veux prendre deux questions. La première question, c'est la question relative déjà au label startup. Comment devenir une startup en RDC? C'est la question 10 du livre. Et je ne vais pas tout lire, hein. Je vais lire brièvement un peu la réponse. La définition de la startup en droit congolais implique que pour être reconnu comme tel et bénéficier de tous les avantages qui en découlent, il faut obtenir le label startup conformément à la loi. C'est ce que je dis tout à l'heure. Un label startup est une certification officielle attribuée par un gouvernement ou une institution à une entreprise innovante, généralement jeune, qui répond à des critères spécifiques en matière d'innovation, de potentiel de croissance et d'impact économique. Ces labels visent à identifier et à soutenir les startups en leur offrant les avantages fiscaux, financiers, administratifs et en leur donnant une visibilité accrue. Je me limite là et le reste est à retrouver dans le livre. Deuxième question que je choisis un peu au hasard. Une PME est-elle obligée de passer par des incubateurs, Fab Lab ou Coworking Space pour être appelée start-up? C'est une question très importante parce que ces 10 dernières années, une fois de plus, il y a eu création et naissance des incubateurs, des accélérateurs un peu partout dans le pays. Et vu de l'extérieur, ceux qui ne côtoient pas l'écosystème, parfois on se pose la question, est-ce que je dois intégrer un incubateur pour être appelé start-up? Et si je n'intègre pas, est-ce que je suis dans le faux ou bien? Est-ce que je peux prétendre être une start-up? Alors, la réponse que je donne dans le livre, c'est qu'en RDC, comme dans beaucoup d'autres pays, il existe plusieurs outils qui jouent un rôle important dans le soutien à la croissance des PME en offrant des services tels que le mentorat, l'accompagnement financier, les infrastructures, les réseaux. Parmi ces outils, on peut évoquer les accélérateurs, les centres de développement des PME, les corporations, les incubateurs ou encore les pépinières d'entreprises.
Pour répondre clairement à la question posée si haut, une PME n'est pas obligée de passer par un incubateur pour obtenir un label Startup. Bien que les incubateurs offrent des avantages significatifs, ils ne sont pas une condition sine qua non pour l'obtention du label Startup ou pour développer et faire croître son entreprise. Le reste dans les livres. Donc tout ça pour dire que ce n'est pas obligatoire, mais c'est vrai que c'est important. C'est important parce qu'il y a une autre notion à côté de la notion des startups, c'est la notion de pré-label. Ceux qui vont lire la loi qui est accessible en ligne, il y a des critères pour obtenir le label startup, des critères de formalisation et tout ça, qui ne sont pas toujours accessibles à tout le monde. Mais la loi a introduit un critère de pré-labellisation qui donne la possibilité d'avoir les avantages d'une startup labellisée, mais en ne remplissant pas toutes les conditions. Et parmi les conditions pour obtenir ces pré-labels, c'est qu'il faudra avoir une recommandation d'un incubateur agréé. Ce qui veut dire que ce n'est pas une condition obligatoire, mais ça peut aider. C'est un avantage déjà. C'est un avantage pour pouvoir déjà avoir une recommandation lorsque le comité de labellisation sera mis en place. Alors, pour ceux-là qui ont en tout cas la chance de suivre Actu Business aujourd'hui, au travers des Educ TV, ont la grâce de vous avoir. Puisqu'on vous a ici, on espère qu'on pourra quand même avoir quelque chose qui va nous permettre d'éviter les risques. Alors, quelles sont les obligations des entrepreneurs qu'ils ignorent souvent, mais qui sont de risques pour eux? Si vous pouvez nous en citer même deux. Deux. Alors, le premier ou la première obligation qui est souvent ignorée, c'est la conformité sectorielle. Beaucoup des PME ou des jeunes entrepreneurs pensent qu'on se formalise dès qu'on a fini au guichet unique de création d'entreprise, on a son RCCM, on a son IDNAT et basta, je suis formalisé, je peux être sur le marché. Dans 3 jours, voilà, j'ai mon entreprise. Donc, quand j'ai les RCCM, c'est bon, je suis formalisé. C'est bien, mais ce n'est pas tout. Ce n'est que un pas qui est effectué. Et pour être complètement formalisé ou être conforme, il y a souvent d'autres obligations qui viennent après ou bien tout au long de la vie de l'entreprise qu'il faut continuer à faire pour rester formalisé et conforme, soit vis-à-vis de son secteur d'activité, soit tout simplement vis-à-vis de la loi. Je vais donner un exemple, par exemple, les certificats d'enregistrement à l'ARSP, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Donc, vous pouvez avoir votre RCCM, mais tant que vous n'avez pas ce certificat-là, il vous sera difficile, si pas impossible, d'accéder à des marchés de sous-traitance ici en RDC. Et pour l'obtenir, c'est une autre formalité qu'il faut faire. Aujourd'hui, c'est dématérialisé. Il faut s'enregistrer en ligne pour obtenir ce certificat-là d'identification à la RSP. Et il y a autant. Si on est dans le secteur de l'import-export, il faut obtenir aussi son agrément. Si on est dans le secteur du placement du personnel, il faut aller à l'ONEM pour obtenir son agrément et ainsi de suite. En fonction des secteurs d'activité, il y a autant d'agréments, autant de formalités qu'il faut faire pour pouvoir être conforme vis-à-vis de la loi. Deuxièmement, c'est les questions fiscales. Souvent, même si on ne génère pas de l'argent, on s'est dit qu'on attend lorsque je vais générer de l'argent, on attend lorsque je vais engager du personnel pour commencer à faire ces déclarations fiscales ou plutôt se mettre en conformité avec la législation fiscale. C'est une erreur. Dès l'instant où on s'est formalisé au guichet unique de création d'entreprise et qu'on a son numéro impôt, il ne faut pas attendre. Même si vous ne générez pas de l'argent, écrivez à l'administration fiscale pour dire voilà, je viens de créer mon entreprise, j'ai mon RCCM. C'est encore néant. Je ne génère pas d'argent et je veux commencer à faire mes déclarations fiscales avec la mention néant. Et c'est une petite astuce qui est ignorée, mais qui sur terrain vous évite des redressements fiscaux 5 ans, 10 ans après, parce que vous avez attendu 5 ans et 10 ans quand vous aurez vos premiers marchés pour commencer à payer vos impôts. Alors, madame, messieurs, vous êtes à la maison, vous êtes jeunes, nous sommes en train de nous mettre au parfum de tout ce qui est droit, tout ce qui concerne la réglementation liée aux startups.
Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, oui, c'est une issue des secours. Si on peut dire, on dirait un ouf de soulagement pour le jeune qui se dit, bon, je vais pas me mettre à rédiger une lettre de demande d'emploi, mais c'est pas seulement que je serai mon propre chef. Il y a en tout cas des obligations avant vraiment de pouvoir bénéficier de tout ce qui est gain derrière cet entrepreneuriat. Alors, depuis 2023, il y a une loi concernant, en tout cas, une loi qui réglemente l'entrepreneuriat ici dans notre pays. Est-ce que ces différentes réglementations s'adaptent aux réalités des entrepreneurs ici en RDC? Et aussi, il y a les numériques qu'on ne va pas ignorer avec les innovations technologiques et tout. Est-ce que ça s'adapte également à ces différentes réglementations? C'est une très bonne question parce qu'effectivement, 2022, il y a la Startup Act, l'ordonnance loi portant promotion de l'entrepreneuriat et des startups. Okay. Mars 2023, il y a le Code du numérique qui est également signé et qui entre en vigueur. Il faut dire que est-ce que ça répond à nos réalités? Je dirais oui. Mais maintenant, il faut que ceux qui appliquent les textes sur terrain ou bien ceux qui sont appelés à prendre des mesures d'application, parce que la loi, en fait, ne pose qu'un cadre général. Maintenant, il faudrait que les différentes autorités, soit les ministres sectoriels, soit les gouverneurs des provinces, soit les assemblées provinciales, puissent prendre des textes d'application qui répondent aux réalités de leurs juridictions respectives, soit qui répondent aux réalités purement congolaises. Et c'est là où souvent on pêche. Je pense que malheureusement, les autorités qui doivent prendre les mesures d'application ne s'adaptent pas et viennent plutôt compliquer les choses en alourdissant la machine avec des nouveaux prélèvements qui ne sont pas forcément prévus dans la loi qui a posé le cadre. Et c'est souvent à ces niveaux-là que on s'épère un peu et c'est l'occasion justement d'inviter les autorités qui prennent les politiques publiques de pouvoir adapter les mesures d'application aux réalités locales pour que le dispositif tel que prévu par la loi puisse réellement accomplir sa mission et les objectifs assignés. Alors, Monsieur Lionel, la télévision, c'est les temps, mais avant de nous séparer, déjà, quels sont les avantages que vous pouvez peut-être mettre en avant ou même en lumière pour ces jeunes-là qui nous suivent à la maison, liés à la réglementation, même à la formalisation? Il y a plusieurs, on va pas se mentir, il y a plusieurs qui sont dans l'informel. Qui s'y plaisent, ils font des chiffres, ils se disent, bon, je suis dans l'informel, il n'y a personne derrière moi pour me surveiller, mais qui ne connaissent pas les dangers qu'il y a derrière et peut-être qui passent à côté des grandes opportunités qui peuvent leur permettre de faire plus de chiffres. Par rapport à cela, qu'est-ce que vous pourrez dire? Ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre. C'est vrai que les avantages de la formalisation, il y a l'accès déjà au marché. Je parlais tout à l'heure de l'ARSP. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui évoluent depuis des décennies dans l'informel, qui font du chiffre de manière informelle. Okay. Mais aujourd'hui, pour avoir des marchés, des sous-traitances dans le secteur privé en RDC, il faut être formalisé déjà et obtenir ces autres agréments au niveau de l'ARSP. Et avec la loi sur le contenu local, ça va davantage, j'ai pas envie de dire c'est compliqué, mais c'est des opportunités davantage pour les entrepreneurs congolais. Okay. Mais pour y avoir accès, il faudra être formalisé. Parce que tant qu'on ne sera pas formalisé, une fois de plus, on se plaindra que ce sont des étrangers, des expatriés qui viennent et qui prennent toutes les opportunités qui existent en RDC. Alors que nous sommes là et ça passe sous nos yeux. Alors, je suis ravie, Monsieur Lionel, je l'espère en tout cas pour les téléspectateurs. La télévision, c'est le temps, on n'a pas étanché en tout cas notre soif. Il y a encore la matière et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Merci d'avoir répondu présent. En amont, si vous devrez résumer ces livres pour ceux-là qui nous ont suivis, qui nous ont pris à court des diffusions, qu'allez-vous dire? En un mot, c'est n'est pas start-up qui veut. Pour être start-up, il y a des règles et des conditions à respecter. Et lorsqu'on les respecte et qu'on a ces labels start-up, on a beaucoup d'avantages et d'opportunités qui nous sont offertes par la loi. Merci beaucoup. Mais il faut les connaître.
Je vous remercie. Merci beaucoup. C'en est fini, Madame, Messieurs, vous étiez nombreux à nous suivre. Je vous dis grand merci pour votre réelle et sympathique attention. C'est dire start-up ne suffit pas, mais il y a de réglementation derrière et il faudrait se documenter, avoir la bonne information pour pouvoir se sécuriser. Merci à l'équipe technique d'Educ Télévision pour la réalisation de cette émission. Quant à moi, je vous dis au revoir. Retrouvons-nous donc prochainement avec le même plaisir.